Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Thomas, on plonge dans quelque chose de différent. On a l'habitude des tueurs en série, des crimes crapuleux, mais là, on touche à quelque chose de presque surnaturel, ou en tout cas de profondément psychologique. On part au Pays de Galles, dans les années 70 et 80. Salut Sarah. Oui, c'est une histoire qui me hante littéralement depuis que j'ai commencé à bosser dessus. C'est l'histoire de June et Jennifer Gibbons. On les appelle les jumelles silencieuses, ou The Silent Twins. Et tu as raison, ce n'est pas juste du crime. C'est une tragédie grecque moderne, mais avec une touche gothique terrifiante. C'est l'histoire d'un amour tellement fusionnel qu'il en devient mortel. Pour situer le contexte, on est à Haverfordwest, au Pays de Galles. C'est une ville grise, pluvieuse, un peu triste. Et au milieu de ce décor, il y a la famille Gibbons, des immigrants caribéens, la seule famille noire du quartier à l'époque. Et ils ont ces deux filles, June et Jennifer. Exactement. Et dès le début, quelque chose cloche. Ce ne sont pas des jumelles ordinaires. Elles sont inséparables, certes, mais à un niveau pathologique. Dès qu'un adulte ou même un autre enfant entre dans la pièce, elles se figent, littéralement, comme des statues de cire. Elles arrêtent de parler, elles arrêtent de bouger, elles évitent tout contact visuel. C'est le mutisme sélectif poussé à son extrême. Mais entre elles, c'est une autre histoire, non ? Elles ne sont pas muettes l'une avec l'autre. Ah non, pas du tout. Et c'est là que ça devient fascinant et effrayant. Dans l'intimité de leur chambre, elles parlent. Mais personne ne les comprend. Elles ont développé une cryptophasie. C'est un langage secret, unique aux jumeaux. Sauf que le leur, c'est un mélange d'anglais et de créole de la Barbade, mais accéléré à une vitesse hallucinante. C'est comme un chant d'oiseau frénétique. Les parents entendaient ces bruits derrière la porte, mais dès qu'ils ouvraient, silence radio, retour à l'état de statue. C'est fou d'imaginer ça. Deux petites filles qui créent leur propre monde hermétique. Mais Thomas, ce n'était pas un monde joyeux, n'est-ce pas ? On a cette image des jumelles qui s'adorent, mais là, c'était beaucoup plus sombre. C'était une relation amour-haine d'une toxicité absolue. Elles ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre, mais elles ne pouvaient pas non plus vivre ensemble. Elles avaient mis en place des rituels bizarres. Par exemple, elles devaient tout faire en synchronisation parfaite. Manger à la même vitesse, lever la fourchette au même moment, marcher au pas cadencé. Si l'une se réveillait avant l'autre, elle devait attendre, immobile, que sa sœur ouvre les yeux. C'est de la tyrannie pure. Et parfois ça explosait. Il y a eu des épisodes où elles ont essayé de s'entretuer. June a essayé d'étrangler Jennifer avec le fil d'une radio. Jennifer a essayé de pousser June d'un pont. C'est terrifiant. On dirait qu'elles étaient piégées dans un miroir. Et bien sûr, le système scolaire et médical a essayé d'intervenir. Ils ont même tenté de les séparer en les envoyant dans des internats différents pour briser ce lien, pour les forcer à socialiser. Et ça a été une catastrophe totale. C'est le moment où elles ont sombré dans la catatonie. Séparées, elles ne fonctionnaient plus. Elles restaient au lit, immobiles, sans manger. Les médecins ont paniqué et les ont remises ensemble. Et c'est là, à l'adolescence, que la spirale a vraiment commencé. Elles se sont enfermées dans leur chambre pendant des années. Pour écrire, elles ont écrit des milliers de pages. Des journaux intimes, des romans, des histoires macabres. Mais elles voulaient être reconnues. Elles voulaient que le monde les voie. C'est là qu'on passe de l'étrangeté à la criminalité. Elles ont commencé à sortir, à boire, à essayer de rencontrer des garçons américains de la base militaire voisine, si je me souviens bien. Oui, elles cherchaient désespérément une connexion, mais elles n'avaient aucun code social. Elles ont eu des relations sexuelles assez glauques, elles ont sniffé de la colle, et comme personne ne semblait vraiment faire attention à elles ont décidé de brûler le monde. Littéralement, elles sont devenues pyromanes. Elles ont mis le feu à un magasin de tracteurs, puis à une école technique. C'était un appel à l'aide, mais c'était aussi un acte de défi. Regardez-nous, nous existons. Et la réponse de la justice a été disproportionnée, c'est le moins qu'on puisse dire. Disproportionné, et c'est un euphémisme, Sarah. On parle de deux gamines de 19 ans, socialement inadaptées, qui ont commis des incendies sans faire de victimes. La justice britannique, complètement dépassée par leur silence et leur comportement synchronisé, les ont étiquetées comme psychopathes. Elles n'ont pas été envoyées en prison. Elles ont été envoyées à Broadmoor. Broadmoor. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hôpital psychiatrique de très haute sécurité le plus célèbre d'Angleterre. C'est là qu'on enferme les monstres. Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire, y était. Ronnie Kray y était. Et au milieu de ces tueurs en série et de ces violeurs, on met June et Jennifer Gibbons. Exactement. Elles y ont passé 11 ans, 11 années en enfer. Imagine l'horreur. Elles étaient bourrées de médicaments, de neuroleptiques tellement puissants qu'elles ne pouvaient plus écrire. Leurs yeux étaient brouillés. Et même là-bas, elles continuaient leur guerre psychologique. Parfois, elles s'affamaient mutuellement. Les infirmiers racontaient qu'elles pouvaient se figer dans des poses identiques, dans deux cellules différentes, sans se voir. Une connexion télépathique ou une folie à deux poussée à l'extrême. C'est dans leurs journaux intimes de cette époque qu'on trouve les phrases les plus glaçantes. Tu en as noté quelques-unes ? Oui, et ça me donne des frissons rien que de les lire. Jennifer a écrit « Je suis devenue un zombie. Nous sommes devenues fatales l'une pour l'autre. Nous sommes une erreur de la nature. » Et June a écrit « Ma sœur est une ombre noire qui me vole la lumière du soleil. » C'est d'une lucidité effrayante.
Elle savait qu'elle ne pourrait jamais être libre tant qu'elles seraient toutes les deux en vie. Il n'y avait pas assez de place dans le monde pour deux âmes identiques. Et c'est là qu'on arrive au cœur du mystère, au pacte. On est en 1993. Après 11 ans, elles vont enfin être transférées dans une clinique plus ouverte, plus proche de chez elles. Elles devraient être heureuses, mais Jennifer, quelques jours avant le départ, fait une confidence étrange à Marjorie Wallace, la seule journaliste qui s'était intéressée à elle. Oui, Marjorie Wallace est un personnage clé. Elle a écrit le livre sur elle. Jennifer lui dit, d'une voix très calme, presque détachée, « Marjorie, je vais mourir, nous l'avons décidé. » Marjorie pense que c'est une blague ou une façon de parler, mais Jennifer insiste. Elle dit que pour que June puisse vivre une vie normale, l'une d'elles doit disparaître. C'était un sacrifice nécessaire, un pacte de sang. Le jour du transfert arrive, mars 1993. Elles montent dans le bus qui doit les emmener loin de l'enfer de Broadmoor. Qu'est-ce qui se passe dans ce bus, Thomas? C'est une scène de film, mais c'est la réalité. Elles sont assises à l'arrière. Le bus démarre. Jennifer pose sa tête sur l'épaule de June. Elle a l'air fatiguée. June dit qu'elle pensait que sa sœur dormait, mais Jennifer ne se réveille pas. Quand elles arrivent à destination, à la clinique Caswell, Jennifer est inconsciente. Les médecins se précipitent, ils essaient de la réanimer. Rien. Elle est déclarée morte à l'hôpital peu de temps après. Elle avait 29 ans. Et l'autopsie? Parce que c'est là que ça devient incompréhensible. On s'attend à du poison, une overdose de médicaments qu'elle aurait cachés? Rien de tout ça. Aucune trace de drogue, aucun poison, aucune violence physique. L'autopsie révèle une myocardite aiguë, une inflammation soudaine du cœur. En gros, son cœur s'est simplement arrêté, comme si on avait débranché la prise. Médicalement, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Mais dans le contexte, après avoir annoncé sa mort, après avoir dit « nous l'avons décidé », ça défie la raison. C'est comme si elle avait commandé à son propre corps de s'éteindre par la seule force de sa volonté. C'est incroyable. Et la réaction de June, c'est peut-être le plus troublant dans toute cette histoire. Sa jumelle, son autre moitié, vient de mourir dans ses bras. Elle devrait être dévastée. Quelques jours après la mort de Jennifer, Marjorie Wallace va voir June. Elle s'attend à trouver une femme brisée. Au lieu de ça, June la regarde et lui dit, d'une voix très calme, presque détachée, « Je suis enfin libre, libérée, et enfin Jennifer a donné sa vie pour moi. C'est d'une violence, mais c'était la vérité. » Et après ça, est-ce que June a réussi à vivre cette vie normale? Contre toute attente, oui. Presque immédiatement après la mort de Jennifer, June a commencé à parler à tout le monde. Plus de bégaiement, plus de mutisme. Elle a repris sa vie, elle vit seule, elle est intégrée dans sa communauté. C'est comme si l'esprit sombre qui les possédait toutes les deux était parti avec Jennifer, ou comme si, effectivement, il n'y avait de l'énergie vitale que pour une seule personne, et qu'elles avaient dû se la partager pendant 29 ans avant que Jennifer ne cède sa part. C'est une histoire qui pose tellement de questions sur la nature de la conscience, sur le lien gémellaire. Est-ce que c'était une maladie mentale, une possession, ou un amour si puissant qu'il a transcendé la biologie? Je pense que c'est un peu de tout ça. June a écrit un poème qu'elle a voulu faire graver sur la pierre tombale de Jennifer. Ça dit « Nous étions deux. Nous avons fait un. Nous ne sommes plus. Repose en paix. » C'est le résumé parfait. Elles ont vécu une vie que personne d'autre ne peut comprendre. Un monde à deux où la réalité extérieure n'avait pas de prise. Et le fait que June vive aujourd'hui tranquillement, quelque part au pays de Galles, avec le souvenir de ce sacrifice, ça me laisse sans voix. C'est le prix de la liberté. Une vie pour une vie. Jennifer a tenu sa promesse. Elle est morte pour que June puisse exister. C'est l'acte d'amour le plus terrifiant et le plus beau que je connaisse. Merci Thomas pour ce récit. C'est une histoire qui va me rester en tête un moment. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, faites attention à vous et à ceux qui vous sont trop proches. À bientôt.